Europe 1. Journal de 8h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'union fait la force. Voilà une maxime qui dépeint clairement les intentions des dirigeants européens. Une demi-douzaine d'entre eux attendus à Washington aujourd'hui pour faire bloc autour de Volodymyr Zelensky face à Donald Trump. Emmanuel Macron est du voyage et il a été clair sur son analyse de la situation hier soir lors d'une allocution au fort de Brégançon. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Si vous voulez mon intime conviction, non. Est-ce que je pense que le président Trump veut la paix ? Oui. Je ne pense pas que le président Poutine veuille la paix. Je pense qu'il veut la capitulation de l'Ukraine. C'est ça qu'il a proposé. Donc maintenant on va voir, on aura une discussion, elle sera robuste et elle permettra au président Trump de réengager sur la base de ce qu'il a lui-même dit et souhaité, un rendez-vous élargi où les Ukrainiens et les Européens pourront être là pour porter leur vue. C'est une bonne chose. C'est aussi pour ça que je pense que si on veut vraiment la paix, il faut que les armes cessent. Il faut que les armes cessent, dit Emmanuel Macron, le chef de l'État partisan d'un cessez-le-feu préalable à toute discussion, Charles Bouchin. Oui, Volodymyr Zelensky et les Européens campent sur leur position, d'abord sur leur volonté d'obtenir un cessez-le-feu que Donald Trump et Poutine n'envisagent plus, préférant un accord de paix global. Mais pour le président ukrainien, il est impossible de discuter avec la Russie alors que le combat continue. Il est nécessaire qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut travailler à un nouvel accord. Poutine ne veut pas arrêter la tuerie, mais il doit le faire. Nous avons besoin de vraies négociations, ce qui signifie que nous pouvons commencer là où se trouve la ligne de front maintenant. Depuis le sommet en Alaska, Donald Trump se fait le porte-parole de l'idée d'un gel du front en l'échange de la cession de certains territoires par l'Ukraine. La Russie demande notamment le territoire du Donbass. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé son opposition aux modifications des frontières. On ne peut pas changer les frontières des pays par la force. C'est une décision qui revient à l'Ukraine et seulement à l'Ukraine. On ne peut pas les prendre unilatéralement sans prendre en compte l'Ukraine. Les alliés espèrent qu'une réunion trilatérale avec la Russie sera rapidement organisée. Pour le moment, aucun signe positif à ce sujet n'a été envoyé de la part du Kremlin. Charles Bouchin, et cette nuit, Donald Trump a clairement édicté les limites de la négociation à venir. Pas question pour l'Ukraine de récupérer la Crimée et d'entrer dans l'OTAN, a écrit le président américain en majuscule sur son réseau Truth Social. Volodymyr Zelensky a pour sa part appelé, je cite, à mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable avec une paix durable. Est-ce que le sursaut est possible ? Les Européens peuvent-ils claquer la porte du bureau ovale ? Nous poserons la question au général Jean-Paul Perruche. Il sera avec nous, il est l'ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne, juste après le journal. Il est 8h03, vous écoutez Europe 1 matin. Au moins un mort et plusieurs blessés cette nuit à Vénissieux, près de Lyon. Oui, dans le quartier des Minguettes, vers 3h30 cette nuit, une explosion liée à une fuite de gaz a provoqué l'incendie d'un appartement avenue de la Division Leclerc. Un corps y a été retrouvé. 80 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. À Toulouse, les habitants du quartier de Bellefontaine terrifiés après la mort par balle d'un jeune homme de 23 ans dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Quelques heures plus tôt, un autre homme d'une vingtaine d'années avait été blessé à l'arme blanche dans ce même quartier. Son pronostic vital engagé. Aucun lien entre les deux affaires selon la police, mais pour les riverains, ce sont de nouvelles raisons de vivre la peur au ventre. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Margot Bongrand. Il pourrait faire bon vivre dans ce quartier en périphérie de Toulouse, orné de parcs et de verdure. Mais cette maman qui souhaite rester anonyme n'espère qu'une chose, déménager. Cette nuit, les balles ont touché les volets de son appartement. Vers 2h, 3h du matin, on a entendu des balles. Il y avait même dans le mur où j'habite là, ils ont tiré. Mais vous voyez, si j'étais dans le couloir et la balle était directement, c'est une catastrophe. Franchement, je suis vraiment inquiète là, je suis choquée quoi. Et c'est pas la première fois qu'il y aura ces choses-là dans le quartier. J'en ai marre. On a peur, franchement. Cette nouvelle fusillade renforce le climat d'insécurité dans le quartier. Un autre habitant souhaitant également rester anonyme explique que l'environnement s'est dégradé à tel point qu'il envisage de faire partir sa mère. Avant c'était bien, mais c'est plus pareil maintenant du tout. On est en sécurité clairement. Il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas de... Tout le monde se mélangeait avec tout le monde se prenait par la tête. Mais maintenant, pour un regard, on peut se faire tirer dessus. Il faut le plus vite possible faire partir la maman d'ici et c'est le plus important. Ce quartier est classé zone de sécurité prioritaire depuis une dizaine d'années. Toulouse, Margot Bongrand, Europe 1. En Ile-de-France, un nouveau drame dans un centre de loisirs hier. Une fillette de 11 ans souffrant d'un trouble du spectre autistique s'est noyée lors d'une sortie en Seine-et-Marne. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait échappé à la surveillance des encadrants. Son corps a été retrouvé dans l'eau par un maître nageur. Il s'agit de la 3e noyade d'un enfant autiste en une semaine dans les centres de loisirs de la région. Et puis dans le Morbihan, hier après-midi, 2 personnes ont été tuées dans la chute de leur planeur près de l'aérodrome
l'aérodrome de Loya, à 60 km de Vannes. 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les circonstances du drame n'ont pas encore été révélées. Pour lutter contre la surpopulation carcérale à Marseille, la prison des Baumettes a été agrandie. Et il était temps, le taux d'occupation de l'établissement est estimé à 203%. C'est du jamais vu, avec parfois des cellules qui accueillent 4 détenus alors qu'elles ne sont prévues que pour un seul prisonnier. Sur le papier, Baumette 3, c'est son nom, doit donc améliorer la situation, mais les surveillants pénitentiaires émettent de sérieuses réserves, Stéphane Burgat. Il dénonce une ouverture à marche forcée alors que rien ne serait encore prêt. Paul Courtarot, secrétaire général CGT pénitentiaire PACA-Corse, se dit très inquiet. On y va droit dans le mur. Il manque 100 personnel aujourd'hui pour ouvrir B3. C'est beaucoup précipité, oui. D'abord parce que pour ouvrir une prison, il faut mettre en route tout un schéma organisationnel pendant des mois. Les Baumettes 3, c'est déjà une cocotte minute qui va exploser. Car en plus de ce manque de personnel, ce nouveau bâtiment Baumettes 3 va lui aussi se retrouver très vite surpeuplé, dénonce Laurence Blisson, déléguée locale du syndicat de la magistrature. Le discours déjà de l'administration, c'est de dire que l'établissement sera surpeuplé dans quelques mois à peine. On nous retrouvera à nouveau ces taux de surpopulation. Et le climat délétère qui va avec. Pas assez de personnel, trop de détenus, cocktail explosif. Effectivement, pour les surveillants, redoute la déléguée syndicale Aïcha Kelfa. Quand vous avez 3 détenus dans une même cellule de 9 mètres carrés, forcément, ça crée des tensions et ça crée des violences. Et on n'est pas assez de personnel. Les gens sont de plus en plus agressifs. Et on a de plus en plus de personnes détenues qui ont des problèmes psychiatriques. Initialement prévu pour la rentrée de septembre, l'ouverture du bâtiment Baumettes 3 devrait finalement se faire autour du mois de novembre prochain. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 8h07. Et nous sommes le 18 août. Il est déjà temps de reprendre un rythme. Doucement, la rentrée scolaire se profile. Et oui, le 1er septembre, dans 2 semaines tout juste, il faudra être devant la grille, équipé et motivé. Il reste donc peu de temps pour finaliser l'achat des fournitures. Selon les industriels, les prix sont en baisse. Cette année, la Confédération syndicale des familles, qui vient de publier son enquête annuelle sur le coût de la rentrée scolaire, estime que le montant des dépenses est stable, moins 0,08%. Mais elle note des disparités selon les classes. Et c'est surtout au lycée que la facture s'envole, Aurélien Fleureau. Plus de dépenses liées au numérique et plus de vêtements. Voilà ce qui explique en grande partie cette hausse de 11% sur un an des coûts de la rentrée pour un lycéen. Pour les élèves du primaire, c'est plus 4%, notamment en raison de l'inflation du prix de la pâte à papier. Cahiers, feuilles et agendas voient leurs tarifs grimper de 3%. En revanche, baisse spectaculaire chez les collégiens, moins 23% sur un an. Alors pas forcément parce que les prix baissent, mais parce que les parents ont pu moins dépenser en réutilisant, explique Johan Joussaume de la Confédération syndicale des familles. Beaucoup plus que l'année précédente de réutilisation. Et notamment sur tout ce qui est petites fournitures assez spécifiques, le rapporteur, la règle, le cahier de musique, la calculette. Autre donnée, cette fois sans prendre en compte le coût des vêtements, le prix des fournitures scolaires est lui en baisse selon l'association des professionnels de la papeterie et du bureau qui représente 150 marques. C'est moins 3,4% dans les grandes surfaces et même moins 6,2% dans les magasins spécialisés. Enfin, les foyers les plus modestes pourront compter sur l'allocation de rentrée scolaire versée à partir de demain, de 423 € pour un enfant de 6 à 10 ans jusqu'à 462 € entre 15 et 18 ans. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. En football, la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Reprise crescendo. Il y a eu un match vendredi soir qui a signé la première défaite de Marseille face à Rennes. 3 rencontres samedi avec les victoires de Lyon, de Monaco et de Toulouse. Et hier, 5 matchs que vous avez suivis pour Europe 1, Thomas Guiguenot. Oui, en commençant par le match qu'il fallait suivre, Brest-Lille, débute à l'appel, un score final de 3 partout et surtout une ouverture du score par l'inoxydable Olivier Giroud, 38 ans et toujours le même sens du but. Du côté des promus, un club était particulièrement attendu pour son retour en Ligue 1 après 46 ans, le Paris FC, et c'est une petite désillusion pour l'équipe désormais propriété de la famille Arnaud avec une défaite d'un but face à Angers qui a pourtant fini le match à 10-11. Enfin, pour clôturer cette première journée, le PSG a fait le service minimum à Nantes. Largement remanié au coup d'envoi, le champion en titre a accéléré quand Luis Enrique a fait entrer ses stars. Grâce à un but de Vitinha, les Parisiens se sont imposés 1-0. Un score qui résume bien cette reprise timide pour les clubs français puisque 7 matchs sur 9 se sont terminés sur la plus petite des marges. Thomas Guiguenot. Merci Fanny pour votre journal à 8h.